C'est super bon l'Apfelschorle. Salut à tous, c'est Falk et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de ces phases de poule de l'Euro 2024. Alors, j'ai pas envie de commencer à faire une review équipe par équipe. Non, là ce qui m'intéresse plus c'est qu'est-ce qui a très bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché pendant cet Euro. Et on va faire les tops et les flops, évidemment qu'on va faire ça. Alors, on va faire 5 tops, on va faire 5 flops et on va un peu discuter de tout ce qui se passe autour de cet Euro 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les tops. Et dans les tops, j'ai déjà envie de commencer par parler de l'organisation globale. Enfin, les villes qui ont été choisies pour cet Euro 2024. On a donc plusieurs stades d'Allemagne qui sont utilisés pour cet événement. On a Munich, on a Cologne, on a Dortmund, Gelsenkirchen, etc. Enfin bref, je crois qu'il y en a 8 ou 9 des villes comme ça. Et au-delà du fait que les stades de Bundesliga sont logistiquement bons, les villes autour ont aussi organisé plein de trucs. On a par exemple des training sessions ouvertes pour que les fans aillent voir leurs joueurs préférés éventuellement. J'ai vu, il y a énormément d'engouement par exemple lorsque l'équipe de France s'est entraînée. Il y a beaucoup de fans qui sont allemands, des gens qui vivent dans ces villes-là, qui aiment des joueurs qui viennent d'autres pays, c'est normal. Et certaines villes organisent des activités. Alors dans certaines villes françaises, on a par exemple des activités autour des Jeux Olympiques, plein d'activités pour les enfants qui sont données autour de ça. Et en Allemagne, dans ces grandes villes, on a des activités pour les enfants par rapport au foot, etc. Donc ça me donne un peu plus de vie déjà à l'événement global et surtout ça met tout le monde dedans. Vraiment ça motive certains, même des gens qui seraient peut-être un peu réticents par rapport à l'Euro, qui s'en ficheraient un peu plus, ils peuvent un peu plus vivre cet événement grâce aux activités proposées, que ce soit pour les enfants ou encore pour les adultes. Bon après c'est souvent pour les petits. Pas trop de scandales cette année, ça fait plaisir. On a l'habitude en tant que fan de foot d'entendre des dingueries, que ce soit du racisme dans certains stades, ou alors je pense que beaucoup l'ont vu, ceux qui suivent la Ligue des Champions il y a quelques années quand c'était en France, la finale de Ligue des Champions où il y a eu une émeute, il y a plein de fans qui sont rentrés illégalement, enfin bref, on a l'habitude de certaines dingueries avec les fans et pour l'instant ça a l'air d'aller à ce niveau-là. Et l'ambiance c'est bon enfant, par exemple quand on voit l'Albanie, l'Italie, quand ils devaient s'affronter, les Albanais, les fans albanais qui cassaient des spaghettis devant les Italiens. On a aussi l'Écosse et l'Allemagne, alors faut savoir, je ne sais pas d'où c'est arrivé, mais qui sont devenus graves potes depuis 7 Euro. Non, genre vraiment les Allemands sont dégoûtés que les Écossais soient rentrés à la maison. Il y a un truc, pendant le match apparemment ça s'est super bien entendu et ils continuent à bien s'entendre au global, tant mieux. Voilà, les Écossais, un exemple, la cornemuse dans les rues, ça vient en costume traditionnel, que ce soit n'importe quel pays, on en voit plein dans les tribunes. Franchement c'est quelque chose qui ramène encore quelque chose en plus de positif pendant un événement pareil. Autre chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais que je trouve vachement positif, c'est les hymnes nationaux. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte sur à quel moment c'est positif, ça a toujours été comme ça? Eh non. Franchement, il y a beaucoup plus de vie pendant ces hymnes, je sais pas d'où ça vient, mais que ça soit le staff, les joueurs, les fans, tout le monde hurle son hymne national, je trouve ça absolument génial. Voilà, là on voit, les joueurs, ils sont heureux de jouer pour leur pays, ça fait plaisir. Parce qu'il y a beaucoup d'années où on voit juste les joueurs rien chanter. Alors, l'Espagne c'est un peu moins le cas j'ai l'impression, mais les autres pays globalement chantaient tous. Et je trouve ça grave cool. Un point pour les équipes. André Schnoura. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? C'est un Allemand, il a un saxophone, il était prof de musique il n'y a pas si longtemps que ça, il l'est plus, et il ambiance tout simplement toutes les fan zones en Allemagne. C'est une dinguerie. Le gars tranquille, il a ses petites lunettes de soleil, sa petite clope sur l'oreille, il vit sa meilleure vie, il a son saxophone, et il ambiance tout le monde. Et voilà, il a commencé à se mettre sur un tabouret au milieu des fan zones, et il reprend toutes les musiques imaginables, et ça ambiance tout le monde et c'est grave cool de voir ce genre d'événement, ce genre de personnes éblouir un événement. Ça fait grave plaisir. Et en dernier point, j'aimerais saluer les petites équipes de 7 Euro. Parce que la Roumanie, l'Autriche et la Géorgie, c'est quand même sacrément couillu ce qu'ils ont réussi à faire. Et il y a encore d'autres pays, je veux dire la Slovaquie a réussi aussi à se qualifier. Ça fait vraiment plaisir de voir des petites nations qui n'ont pas l'habitude de gagner faire des choses. Et vraiment la Roumanie et l'Autriche, c'est vraiment les deux gros exemples, qui finissent premiers de leur groupe. Personne ne les attendait là, ils se donnent,
On voit qu'ils sont motivés à bloc, les joueurs, le staff se donne à fond, franchement, c'est génial. Voilà, ça c'est un gros point positif pendant cet Euro. Et maintenant on va arriver à 5 points qui m'ont beaucoup moins plu. On vient d'en parler, les petites équipes c'est génial. On se réveille les grosses équipes là? La Croatie est éliminée. L'Italie, l'Angleterre ça joue mal. La France, la Belgique c'est une purge. Les Pays-Bas sont 3e de leur groupe. Il se passe quoi en fait? Non les gars, il y a une coupe à aller chercher en fait, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Et voilà, je trouve ça assez décevant, moi qui suis toujours très fan de l'Euro parce qu'il y a beaucoup d'équipes compétitives, mais là les grosses équipes ne se donnent pas à fond et ça fait pas plaisir à voir. Ça fait chier, il y a beaucoup de matchs de ces grosses équipes où on s'est vraiment ennuyé. Un autre point qui semble anodin, les pelouses. Oui monsieur dame, les pelouses. D'où des clubs de Bundesliga où les stades, voilà, tous les week-ends ça joue dessus, ne savent pas entretenir des pelouses. Les joueurs tombent, c'est-à-dire que les pelouses sont trop arrosées. Les joueurs se pètent des chevilles parce que les pelouses sont trop fermes. Les gars, des pelouses en fait. Des pelouses. Les arbitres. C'est déjà la deuxième fois que je tape dessus, mais les arbitres. Soit le jugement est souvent limite, soit la VAR, vraiment, enfin, je sais que c'est pas la faute des arbitres que la VAR existe, mais ça gâche quand même beaucoup de choses. Ça permet d'éviter des erreurs, je suis d'accord. Mais, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement l'utiliser pour tout ça, des grosses fautes? Je veux dire, à un moment donné, pour des petits trucs, ça va annuler des buts parce qu'il s'est passé un truc 5 minutes avant, là. C'est chiant à force, à un moment donné. Et j'ai l'impression que du coup, les arbitres font globalement moins d'efforts parce qu'ils savent que de toute façon, ils pourront être rattrapés par la vidéo après. Et je ne parle pas que des arbitres au milieu, hein, je parle aussi des arbitres de touche. Hein. Des fois, ils lèvent le drapeau 3 ans après, alors que l'action, elle était finie il y a 2 minutes. Stop! Faites un peu d'effort, un peu plus. Du coup, voilà, il y a but et on sait jamais si on doit célébrer ou pas. Je sais que c'est pas la faute de l'Euro 2024 en soi. Hein. Le VAR, ça fait quelques années que ça existe. Mais du coup, à chaque fois qu'il y a but, il y a goal check en bas à gauche de son écran et tu sais pas si tu peux être heureux. Ou alors t'es très content et d'un coup, t'es dégoûté. Et ça, c'est chiant. Alors, le niveau de jeu. On a parlé des grosses équipes qui se donnent pas à fond. Aller contre son camp, c'est plus possible non plus là. On est à quasiment 10, je crois. Non, les gars, faut se concentrer. Je sais que le foot se développe. On le sait tous. Et que le niveau de jeu augmente forcément. Ce qui fait que quand un joueur de Ligue 2 croise un joueur de Première Ligue, il va faire des fautes inutiles. Ou il va faire une passe bizarre à son gardien alors qu'il est sorti. Bravo les Turcs pour ça encore. C'est CSC, je sais que c'est aussi en rapport avec l'intensité des matchs, hein, clairement. Mais bon, là... faut se concentrer un peu plus. La concentration sur les matchs, elle n'y est pas toujours. Et le dernier point, ça concerne directement l'organisation de cet Euro. Les troisièmes qui passent, ça me gêne un peu. Alors oui, le fait de laisser un troisième passer, ça permet aux petites équipes d'aller plus loin. On est d'accord là-dessus. Sauf qu'il y a un souci qui se crée, c'est le manque d'enjeu en fait. Parce que quand on voit l'Espagne ou le Portugal aligner des équipes Z parce qu'elles savent qu'ils sont passés, c'est dommage. Ou quelque chose qui m'a vraiment dérangé, c'est lors de ces troisièmes matchs de phase de poule, où en fait certaines équipes ne se donnaient pas à fond parce que le match nul suffisait. Et du coup en fait ça joue les matchs nuls. Et c'est super dommage, parce que justement le fait d'avoir mis les matchs à la même heure, les derniers, c'est pour que ça ne calcule pas. Et le fait de laisser un troisième passer, ça enlève beaucoup d'enjeux je trouve, et ça enlève beaucoup de suspense au dernier match, et ça c'est vraiment dommage. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais il fallait quand même tirer un bilan de cette phase de poule. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé regarder les matchs, j'ai presque réussi à regarder tout. Évidemment, il y a certains matchs, on travaille à côté, donc c'est pas possible. Très hâte de suivre la suite, on se retrouve très bientôt, Servus.